t'ai montré extrêmement vilain. C'est toi la vilaine? Un week-end entre amis dans un chalet perdu au bord d'un lac, du babysitting dans une banlieue dépeuplée un soir de carnaval ou une virée clandestine de nuit dans le dortoir des filles, perso, si j'étais vous, j'y réfléchirais à 2 fois. Et si un tueur masqué rôdait dans les parages? Oh, mon imagination me joue des tours. Pour fêter Halloween, toute la team de Retour à l'écran est réunie autour du feu de camp afin de vous parler des slashers pour un thème en 2 parties. Nous allons revenir sur la naissance progressive du sous-genre dans les années 70, débattre des classiques mais aussi partager nos perles méconnues. Enfin, nous allons tenter de comprendre pourquoi le slasher est toujours aussi populaire de nos jours. Moi c'est Eric et je suis avec Max. Salut Max. Salut. Salut Mick. Mais non. Et salut Adrien. Salut. Alors, avant de commencer, un premier sondage dans l'équipe. Qui dans la team est fan de slasher? Moi, je suis fan de slasher. Moi aussi. Pas moi. Ah. Max, t'es pas fan du tout ou pas fan, ça dépend, ça dépasse? Ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire que en fait, c'est un genre que je trouve pas très. Alors, je vais y aller cash dès le départ. Je trouve que c'est un genre du film d'horreur qui est pas très intéressant parce qu'il y a pas 3/4 du temps il y a pas de fond. Il peut y avoir des films fun et donc là quelque part je vais y prendre un peu de plaisir de spectateur. Mais aujourd'hui c'est pas un genre sur lequel je vais parce que c'est un genre qui m'ennuie parce que 3/4 du temps on va le dire il y a beaucoup de films très très ennuyeux où il est pas très très fun. Et donc voilà c'est pas un genre qui me dans le genre horrifique c'est pas un genre qui me plaît beaucoup quoi. Ouais, ça commence bien. Alors moi personnellement, je me range un peu du côté de Max parce que moi j'ai grandi avec les slashers, il y a des films que j'adore. Je trouve que c'est un genre qui peut être un sous-genre qui peut être un peu limité parfois et je dois vous avouer peut-être qu'en vieillissant aussi un petit peu, je peux être lassé de certaines choses et en même temps, on peut se laisser surprendre aussi par d'autres propositions. Je suis pas un fan hardcore mais personnellement, voilà, on va débattre tous ensemble et on aura peut-être des surprises en fait tout au long de l'émission. Moi, j'aime bien ce sous-genre-là parce que j'ai l'impression d'enfiler des chaussons. J'ai grandi avec le slasher, tout comme toi, enfin tout comme vous tous, quoi. Et j'aime bien récupérer à chaque fois les codes de ce type de film-là et tout ça. Alors évidemment, c'est pas forcément mon sous-genre préféré. Je pense que le genre d'horreur préféré que j'ai, moi, c'est le film de fantôme. Je trouve que c'est beaucoup plus protéiforme et puis on peut y injecter beaucoup plus de choses intéressantes narrativement. Mais en fait, j'adore regarder des slashers. Il y a un côté confort sous la couette, etc. Je trouve ça super, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le côté fun. J'aime bien aussi des fois quand c'est pas forcément toujours très fun, sauf certains films dont on en reparlera pour les films les plus récents. Voilà. Mais j'ai quand même une marotte sur les plus vieux films de l'âge d'or que sur les films récents qui se prennent un peu les pieds dans le tapis parfois, je trouve. Voilà. Et toi, Adrien ? Moi, c'est mon sous-genre préféré, et pas que d'horreur, en fait. Je pense que c'est vraiment mon genre préféré ever. Même si je rejoins aussi Max, il y a beaucoup de bouse. Oui, mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est un genre tellement codifié que c'est un super genre d'apprentissage, en fait. Pour quand tu commences ta cinéphilie ou quand tu commences à te mater des films, je trouve que c'est assez intéressant de décortiquer ces films-là, puisque vu qu'ils sont très simples pour la plupart, il y a vraiment un côté ludique à mater ça. Voilà, donc moi c'est vraiment mon sous-genre préféré, même si je sais que c'est pas le plus glorieux entre guillemets et qu'il y a, voilà, comme on le disait, beaucoup de merde. Mais voilà, c'est celui vers lequel j'adore revenir, et un peu comme toi Mick, le côté doudou, le côté bon ce soir je me fais un Chucky ou un truc comme ça, tu sais que ça va bien se passer, quoi. Faut quand même préciser à nos auditeurs que visuellement, là dans cette réunion, Mick et Adrien ont des t-shirts Vendredi 13 ou Scream, et Max et moi on est habillés normal, quoi. Voilà. Je suis le messager de Dieu. C'est la mort qui vous attend si vous restez ici. Avant toute chose, quand même, mettons-nous d'accord sur le terme. Qu'est-ce qu'un slasher ? Soyons précis, car c'est différent d'un survival, d'un splatter, d'un film de serial killer, voire même d'un film de clown tueur, même si la mixité peut être présente parfois. Alors qui parmi la team peut nous définir, mais vraiment clairement, ce qu'est un slasher ?
Alors moi je vais le définir assez clairement. Le slasher c'est avant tout un sous-genre d'horreur donc très codifié comme je le disais. Code qu'on peut tous quasiment retrouver dans Halloween de Carpenter d'ailleurs. C'est-à-dire donc un tueur masqué, une arme blanche, une bande de jeunes adultes qui baisent de préférence. Et une vierge donc qui sera la final girl, c'est-à-dire la dernière en vie qui triomphera du tueur phallique à l'aide de sa virginité. Belle morale, voilà. Pour moi c'est ça. Faut quand même poser une limite, c'est que tous les slashers, enfin du moins ceux qu'on va considérer comme slashers dans ce podcast, n'ont pas forcément tous les codes que je viens de citer. C'est-à-dire que certains utilisent plus ou moins le fantastique. Qui d'ailleurs peut être considéré comme un code aussi quand on regarde la fin d'Halloween ou même par la suite ce qui va se passer dans Vendredi 13. Finalement, est-ce que le slasher c'est pas aussi frôle pas un peu avec le fantastique? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Mais donc voilà, en gros le slasher c'est de l'horreur fun, du sang, de la baise. Et c'est essentiellement pour séduire un public d'ados en chaleur. Donc en gros, ça en dit long sur nous quoi. Sur vous les fans. Voilà. Oui, surtout les fans. Ma passion à moi, c'est de les empailler. Il est bon qu'un homme ait un passe-temps. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un passe-temps. Le slasher n'a pas émergé d'un seul coup. 3 films, tous sortis en 1960, ont préparé le terrain en plaçant au centre de leur récit des tueurs aux méthodes ritualisées. Dans Psychose d'Alfred Hitchcock et dans Le Voyeur de Michael Powell, le concept de meurtre sadique est inventé ici, décliné en plusieurs scènes fortes. Le slasher s'en inspirera. En France, Les Yeux sans visage de Georges Franju joue la carte du macabre avec un style visuel étonnant. Impossible d'oublier le masque blanc d'Edith Scobb qui donnera bien des idées pour le design de nos futurs boogeyman. Aussi, dans les années 60 et 70, 2 sous-genres dérivés du policier vont inspirer les codes du slasher, les crimis et les giallo. Max, est-ce que tu peux expliquer aux néophytes que nous sommes ce qu'est le crimi ? En effet, avant que le slasher ne devienne un genre à part entière dans les années 70 et 80, certains éléments qui le caractérisent existaient déjà dans d'autres cinémas. Et parmi ces influences, donc, on retrouve donc un genre souvent oublié, né en Allemagne de l'Ouest après la guerre, et qui s'appelle en effet le krimi. Der unheimliche Mönch. Ein Film nach einem Originalroman von Edgar Wallace. Alors le terme krimi, il vient de criminal film, c'est-à-dire film criminel. Mais ici, on parle d'un genre très codifié, popularisé entre 1959 et le début des années 70 à travers une série d'adaptations des romans d'Edgar Wallace, un écrivain britannique de thriller. Ces films ont été majoritairement produits par la société Rialto Film et réalisés par 2 figures centrales, Harald Heinle et Alfred Faurer. Alors le film qui ouvre la série, c'est La Grenouille attaque Scotland Yard, et oui, un superbe titre, et réalisé par Heinle en 1959. Et c'est un énorme succès, et dès lors, une véritable franchise se met en place avec des dizaines de titres sortant à un rythme quasi industriel. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu? La grenouille était là. Alors, je vais faire une petite précision utile. Il ne faut pas confondre ce crimi cinématographique d'après-guerre avec le crimi littéraire bien plus ancien. La fiction policière est déjà très populaire en Allemagne avant et pendant le Troisième Reich, mais sous le régime nazi, elle était souvent industrialisée à des fins idéologiques, mettant en scène des criminels déviants opposés à un ordre social idéalisé. Le crimi dont on parle ici est totalement apolitique et pensé uniquement pour le divertissement. Visuellement, le crimi combine plusieurs éléments marquants, qui préfigurent déjà le slasher. Des tueurs masqués ou vêtus de noir, souvent mystérieux ou théâtraux, une ambiance gothique et urbaine avec des manoirs, des ruelles sombres, de la brume, des jeux d'ombre hérités de l'expressionnisme allemand, une structure narrative proche du whodunit, mais avec une tension plus visuelle et dramatique, et parfois une touche d'humour et de second degré dans des dialogues ou les personnages. Que venez-vous faire ici? Vous faire une visite, qu'est-ce que vous croyez? Si vous ne l'avez pas remarqué, monsieur, sachez que cette maison a une porte. Si vous ne l'avez pas remarqué, madame, je vous dirais que cette porte est surveillée par la police. Le crimi reste moins sanglant que le slasher et évite le gore, mais il partage plusieurs de ses caractéristiques fondamentales, un tueur iconique, une série de meurtres, des victimes souvent jeunes, une atmosphère anxiogène et une part importante accordée au style visuel. Il est aussi une influence directe sur le giallo italien dont on va parler par la suite. Mario Bava et Dario Argento ont reconnu l'inspiration qu'ils tiraient de ces films allemands, notamment dans l'idée d'un tueur masqué et d'un meurtre mis en scène avec un sens du spectacle.
Et comme le giallo est lui-même une influence majeure du slasher, on peut dire que le crimi est en quelque sorte un grand oncle oublié. En outre, notre homme a l'air d'avoir de remarquables aptitudes pour se déguiser en toutes sortes de personnages. Mais alors, sœur, pourquoi a-t-il besoin de se mettre un masque? J'aimerais bien le savoir. Le crimi, c'est une passerelle entre le polar classique et le cinéma d'horreur moderne, un genre très populaire en Allemagne, mais peu connu ailleurs, qui a pourtant posé des bases importantes par la suite, notamment pour le tueur masqué, l'enquête à suspense et ce plaisir presque ludique du meurtre à l'écran. Alors, si on récapitule, les films de tueurs en série des années 60, ce sont les grands-pères du slasher. Le crimi, c'est le grand-oncle, donc la cousine germaine, c'est en quelque sorte le giallo. Si on peut dire ça comme ça. Et donc toi, Mick, tu es un grand fan de giallo, non? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. J'ai lu tous vos livres, monsieur Neal. Dans le dernier, il est question d'un meurtre commis avec un rasoir à main dont on se servait avant. Cette fille aussi a été tuée avec un rasoir et elle avait des pages de votre livre enfoncées dans la bouche. Tu peux déjà nous résumer ce que c'est qu'un giallo pour les gens qui connaissent pas, et puis comment ça s'intègre, donc comment ça nourrit donc ce slasher en fait. Bah, effectivement, ça ressemble un peu à ce que Max a raconté sur les crimis, hein. C'est le même circuit. Je pense que le giallo a aussi une révérence à tirer vis-à-vis du crimi. Donc le giallo, bah, lui, c'est un genre qui naît dans l'Italie des années 60. Hein. Le mot veut dire jaune en italien. Hein. C'est comme les couvertures criardes des romans policiers de l'époque. Hein. Nous, on a appelé ça en France la série noire, et ça cartonnait. Et donc, on a repris ce terme pour le donner sur certains thrillers, certains nouveaux types de films qui arrivaient donc dans les années 60 et surtout 70. Et au cinéma, c'est surtout Mario Bava qui lance le genre avec plusieurs films, hein, les uns à la suite des autres, comme ça, en 2 ans. Donc le premier, c'est La fille qui en savait trop, hein, qui sort en 1963. C'est un thriller en noir et blanc avec des imageries très contrastées, dans lequel joue John Saxon, qui reviendra plus tard dans Les Griffes de la nuit, le premier Freddy. Et dans ce film, donc, il y a plusieurs passages de suspense avec une mise en scène assez baroque, plutôt novatrice, qui utilise le suspense. Alors, on est très proche quand même de ce que veut proposer Alfred Hitchcock, mais c'est quand même très assimilé par Mario Bava, qui est un ancien chef opérateur très réputé en Italie, qui met en forme voilà, ces séquences de meurtre ou de suspense. J'ai entendu des hurlements et j'ai vu cette femme brune avec un poignard. Je croyais que c'était un homme. Je parle de la victime. Elle râlait, elle criait, elle appelait à l'aide. Elle regardait droit devant avec des yeux hagards. Et le poignard? Planté là au milieu du dos. Et je voyais le sang, il se répandait partout, partout. Il y en avait par terre. Je le voyais former une mare. Et puis ensuite, c'est surtout avec le segment Le Téléphone, hein, qui était un segment du film à sketch Les Trois Visages de la Peur, où on voit Michel Mercier, hein, notre Angélique Marquise des Anges, qui harcelait justement au téléphone chez elle. Et tout de suite après, il fait un film qui s'appelle 6 femmes pour l'assassin, qui se déroule dans une maison de haute couture. Hein, et là, on fige vraiment les codes de ce qu'on appelle plus tard le giallo, c'est-à-dire on a un tueur ganté de cuir noir, des meurtres inventifs et stylisés, des victimes jeunes et séduisantes, une mise en scène, donc je l'ai dit, baroque, et là pour le coup saturée de couleurs, parce que c'est l'arrivée de la couleur dans les années 60 aussi, et de musique. Et le giallo mélange donc enquête policière, horreur, sensualité, et surtout il invente toute une grammaire visuelle en fait, hein. Les plans subjectifs à travers les yeux du tueur, même si c'est des choses qu'on a vues un peu par ailleurs dans d'autres films, hein, auparavant, mais il le systématise. Des couleurs hallucinées, une musique obsédante, parfois des ritournelles musicales. Et alors, très vite, d'autres cinéastes vont s'emparer de la formule. Alors le plus connu, c'est Dario Argento, hein, qui est le maître incontesté, et dès son premier film L'oiseau au plumage de cristal en 70, c'est son premier film, ça signe un très gros succès en Italie et un peu aussi dans le monde, et donc c'est ce film-là réellement qui lance la vague de ce qu'on appelle donc le giallo dans les années 70. Et donc lui, il va faire aussi plusieurs giallos comme ça, et notamment Les Frissons de l'angoisse, qui est vraiment peut-être le film à mettre au panthéon de ce sous-genre-là. Il y a aussi Suspiria, qui est un mélange entre le giallo et le film fantastique. Et puis il y a aussi d'autres réalisateurs qu'on peut rapidement citer, comme Sergio Martino, qui va mélanger érotisme et suspense avec des titres comme L'étrange vice de Madame Ward, La queue du scorpion ou encore Torso.
On a aussi Lucio Fulci qui est lui plus brutal comme d'habitude. Lui nous propose Le Venin de la peur, La Longue Nuit de l'exorcisme, L'Éventreur de New York qui est assez hardcore, et un film qui est plutôt méconnu mais qui est vraiment oui, avec un tueur qui signe, qui appelle au téléphone et qui fait des coins-coins comme ça. Mais le film est très glauque. Et aussi un autre film qui est plutôt méconnu mais qui est très intéressant, qui s'appelle L'Emmurée vivante, qui mixe aussi le giallo avec d'autres sous-genres. Et puis aussi on peut citer quand même Umberto Lenzi, qui lui est un cinéaste très prolifique, nerveux, qui va signer Le Tueur à l'orchidée, Si douce, si perverse, ou encore Spasmo. Et donc le genre est aussi incarné par des icônes, Edwige Fenech d'un côté, Barbara Boucher de l'autre, qui sont les reines du giallo, et aussi George Hilton, qui est un acteur fétiche de Sergio Martino, qui est parfait dans les rôles ambigus. Et justement, avec tout ça combiné, c'est là que ça influence directement ou indirectement le slasher américain. John Carpenter, lui, va reprendre les codes dans Halloween, le point de vue du tueur, les meurtres chorégraphiés, les jeunes victimes qui sont traquées. La différence, c'est que le slasher simplifie le jeu du qui est le tueur au profit d'un face-à-face entre le monstre masqué et les survivants, quoi. Non, Simon. C'est toi qui l'as tué. Non, non, Simon. Et à présent, moi aussi, je vais te tuer. Non, non, tu ne sais pas ce que tu dis. Non, Simon. Maintenant que les bases sont posées, le slasher va pouvoir émerger de ce terreau fertile. Mais quel film peut être considéré comme le premier slasher de l'histoire ? 2 métrages se disputent le titre. La Baie sanglante de Mario Bava en 71 et Black Christmas de Bob Clark en 74. Alors la team, pour vous, qui est le véritable proto-slasher ? Pour moi, ça va être La Baie sanglante déjà chronologiquement, puisque l'un est de 71, l'autre est de 74. Mais La Baie sanglante, pour moi, c'est vraiment le proto-slasher ultime, même si c'est au final pas un film américain. On me dirait Black Christmas, c'est un film canadien et pas américain non plus, mais La Baie sanglante, pour moi, c'est vraiment le proto-slasher type, même si, alors, c'est un film fauché, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, il y a des scènes absolument ridicules, mais il y a des scènes extrêmement fortes aussi, et vraiment, il pose beaucoup de bases, et d'ailleurs, il y a beaucoup de scènes et beaucoup de meurtres qui seront repris plus tard dans la saga Vendredi 13, notamment dans Le Tueur du Vendredi. Ce qui fait que pour moi, en fait, le fait que les Américains, même 10 ans plus tard, ont repris des scènes quasiment copier-coller de La Baie sanglante, en fait la référence du slasher. Allô ? C'est compliqué parce que c'est un peu un mix des deux, parce qu'en soi, je trouve que La Baie sanglante, comme tu dis Max, c'est clairement Vendredi 13, mais pourtant Black Christmas se rapproche plus d'un Halloween pour le coup, et en fait aucun des deux n'a tous les codes, mais ils ont pas les mêmes. C'est-à-dire que, alors certes, La Baie sanglante est fait avant, mais je veux dire que Black Christmas, c'est un début de slasher, puis ça part un peu en enquête policière, donc on se perd là-dedans, mais il y a quand même tous les codes, voilà, le tueur, la bande d'ados, etc. Et pour le coup, La Baie sanglante, c'est plus le côté meurtre inventif, gore, etc. Mais il n'y a pas qu'un seul tueur, et c'est tellement what the fuck que... Comment tu spoil ? Non, bah, qu'est-ce que tu veux spoiler ça de toute façon, il y a pas... Enfin bref, l'histoire a assez peu d'intérêt je trouve dedans. Je pense que les deux sont de très bons laboratoires. C'est vrai que La Baie sanglante a peut-être réuni plus de codes, et le fait que voilà, ça a été repris plan pour plan dans certaines scènes de Vendredi 13, ça en fait le parfait proto-slasher, mais en vrai c'est un peu un mix des deux, quoi. Ouais, c'est quand même un mix des deux. Il y a dans Black Christmas, donc on a aussi ce tueur un peu étrange, mystérieux, avec le titre Black Christmas, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, mais le fait de faire dévier comme ça des fêtes connues, on en reparlera plus tard. Mais après, s'il faut en définir un plus que l'autre, moi je me range du côté de Max pour le coup, puisque c'est quand même La Baie sanglante qui systématise les meurtres comme ça, presque ritualisés, c'est-à-dire une séquence sans forcément fil. Il y a un fil rouge, mais voilà, il est quand même très ténu. Et voilà, avec de la nudité, voilà, la fille qui se fait découper complètement nue là, quand elle sort de la baie, justement, et tout ça. Il y a quand même quelque chose qui le range quand même beaucoup plus du côté du proto-slasher pour répondre à la question que Black Christmas finalement, qui est un dérivé presque, on peut l'associer mais de manière presque intellectuelle, quoi, voilà. Bon Dieu, Simon, tu me donnes l'impression que je suis un meurtrier. Je ne dis pas cela, monsieur Fossati. Mais si l'on tue pour le plaisir de tuer, c'est que l'on est un monstre.
effectivement, les deux sont troublants. Black Christmas, c'est marrant, c'est plus le proto-Halloween, parce qu'il y a énormément de correspondance entre les deux films, notamment le début, caméra subjective. On se dit, ok, on voit que John Carpenter s'est vraisemblablement inspiré d'une certaine manière de ce film. Il l'a transcendé, bien sûr. Donc Black Christmas proto-Halloween, mais je trouve moi aussi que La Baie Sanglante c'est le proto-slasher en tant que sous-genre. Alors vous l'avez dit, moi je rajoute juste quelques petits arguments. C'est aussi dans l'ADN, je trouve, du sous-genre, et on retrouve ça dans La Baie Sanglante. Pourquoi ? Parce que c'est un petit budget. Black Christmas, c'est quand même, il y a des acteurs connus, il y a John Saxon qui joue dedans. Décidément. C'est pour ça. Il est de tous les bons coups. La Baie Sanglante, c'est vraiment du petit budget. C'était très chaotique dans les coulisses à tel point que Mario Bava a dû assurer lui-même la photographie du film parce qu'il y avait même pas assez d'argent pour avoir une équipe complète. Et donc ce côté bricolo bout de ficelle, je trouve que ça va faire partie aussi du sous-genre, surtout dans les années 80. Les meurtres qui reviennent très régulièrement, et c'est l'intérêt aussi du film, faut se l'avouer, ça fait partie aussi des sensations qu'on va retrouver plus tard. Et je me permets aussi d'insister sur le côté final, un petit peu parfois what the fuck, mais le slasher aussi a ce code de terminer par un espèce d'ultime frisson jusqu'à l'absurde parfois, et on retrouve ça dans La Baie Sanglante, parce que le final de La Baie Sanglante est brutal, il est complètement incongru, et en même temps ça fait partie de la proposition. Et je trouve que effectivement, si on devait trancher, Black Christmas ça paraît très immédiat quand on voit les 10-15 premières minutes, on se dit ah bah c'est sûr, c'est un slasher, c'est ça, et finalement ça dérive vers de l'intrigue policière, alors que La Baie Sanglante, je trouve qu'on met les deux pieds vraiment dans ce qui deviendra le slasher systémique, surtout dans les années 80. Oui. Il y a un troisième film qu'on cite jamais, alors certes qui est sorti 2 ans plus tard que Black Christmas, donc en 76, mais c'est Terreur sur la ville. Je sais pas si vous l'avez ou pas. Ouais. This man's identity is unknown. He wore a white hood and was known only as the Phantom Killer. Pour le coup, lui aussi est grave un proto-slasher, et il y a plein de trucs de ce film-là qui seront repris, notamment dans la saga Vendredi 13, parce que là, on passait un tueur avec qui a un sac sur la tête, qui traque des jeunes en forêt qui sont venus là pour baiser après le bal de promo. Donc il y a tout un tas de codes qui sont dedans, et je trouve que ce film est jamais cité. Alors il est assez mineur, mais en vrai c'est vachement plus un slasher que Black Christmas. Alors oui, ça arrive 2 ans plus tard, donc forcément voilà, mais on est quand même avant Halloween, donc je trouve que il est important. Je trouve qu'il c'est un peu la frontière entre les deux qu'on a cités et Halloween, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On nous a appelés pour un vol à la quincaillerie. Pour moi, c'est des gosses. Ouais, les pauvres gosses, ils ont le dos large. Dis donc, quand on sait que le voleur n'a pris que des masques, une corde et plusieurs couteaux de cuisine, c'est signé, il me semble. Ok, donc même si le débat reste encore à trancher définitivement, le slasher est donc né. Mais pour qu'il devienne populaire, il lui faut un gros succès. Un film qui va tout péter, qui va plier le game comme disent les jeunes. Et ce film, c'est Halloween, réalisé en 1978 par John Carpenter. Il s'est sauvé! Le mal est en liberté! Halloween, c'est le chef-d'œuvre qui met tout le monde d'accord. Le public qui frissonne à la vue du tueur Michael Myers, affublé d'un terrifiant masque blanc, mais ce sont aussi les producteurs qui se frottent les mains, car pour un budget super rikiki, Halloween a scoré un truc de fou au box-office américain, et s'est exporté dans le monde entier. La formule va immédiatement faire des envieux. Allô? Allô? En 1980, un autre tueur iconique arrive sur les écrans, c'est Jason Voorhees, le tueur du Vendredi 13. Le succès est à nouveau délirant. Ils les ont tous tués! Je vais aller voir ça. Non, ne me laissez pas, ils vous tueront aussi. Enfin, en 84, Wes Craven invente un tueur qui envahit les rêves des adolescents pour les tuer avec un gant monté de lames de couteau au bout de chaque doigt. On parle bien entendu des Griffes de la nuit et de Freddy Krueger, son célèbre croque-mitaine. Je sais que tu es là, Freddy. Tu croyais t'être débarrassé de moi. Halloween, Vendredi 13, les Griffes de la nuit, c'est en quelque sorte la sainte trinité du slasher. Chaque film a généré une flanquée de suite, à l'intérêt certes variable. Alors la team, quel est votre avis sur tous ces films et surtout sur leur suite? On en parle en tant que franchise et en toute franchise, bien évidemment. Moi je vous propose qu'on commence par la saga Halloween. Le croque-mitaine va t'emporter. La paix, quoi! Moi, je suis absolument fan de ce film que j'ai découvert très tôt.
Je l'ai vu un nombre incalculable de fois. J'ai un rituel, je le regarde à chaque fois au moment de la Toussaint, régulièrement, religieusement, j'ai envie de dire. C'est vraiment un de mes films favoris. Je sais que c'est pas forcément le meilleur film de John Carpenter. Je pense que The Thing peut tenir la dragée haute à n'importe quel autre film de sa filmo, mais ça reste mon préféré. Ça reste mon préféré parce que je trouve que la simplicité du film, j'aime bien les films qui sont comme ça, assez simples et qui tirent justement des ficelles vraiment très ténues sur la mise en scène notamment. La mise en scène du premier Halloween, elle est incroyable. C'est-à-dire que en fait, on va faire étirer des moments de point de vue subjectif jusqu'au point où on ne sait plus si ce qu'on va voir dans le plan d'après c'est un plan subjectif ou si c'est un plan qui laisse du vide, et peut-être que le tueur va rentrer dans le champ à ce moment-là. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant qui est généré par la mise en scène. C'est un déploiement de est-ce que je suis dans un point de vue subjectif ou un point de vue objectif. C'est presque le parfait illustré de cette zone de mise en scène, on va dire. Le tueur qui est complètement iconisé, fantastique, qui se relève malgré tous les coups qu'il prend. La musique qui est incroyable, etc. Et tout avec une simplicité, vraiment, ça a été tourné pour une misère, avec très peu de jours pour tourner, pour réaliser. Il y a même, le film n'a même pas été tourné pendant la période d'Halloween, il a été tourné au printemps. On a été obligé de repeindre les feuilles en orange, et puis on les mettait sur la rue, comme ça, tourné un peu pas à Haddonfield, comme on dit dans le film, mais directement en Californie. Voilà, donc il y a quelque chose qui est génial intra-film, extra-film aussi, c'est-à-dire la manière dont il a été fait, etc., qui moi me séduit. Et après toute la franchise, je trouve ça part trop en vrille, mais j'aime beaucoup le 2 et le 3, mais le 3 est vraiment à part puisqu'il n'y a pas Michael Myers, c'est que c'est pas vraiment un slasher. C'est pas un slasher, ouais. Voilà, c'est un film fantastique qui est basé sur la fête de Halloween. Mais le deuxième Halloween, lui, est quand même très marqué justement par les films du type Vendredi 13. Mais je le trouve vraiment mortel. Mieux. Pas forcément mieux, moi je le trouve. On va se rejoindre alors. Ouais, moi je trouve que le premier film est vraiment explose, mais littéralement n'importe quel film de la saga. Mais parce que voilà, il y a une véritable idée de mise en scène qu'il n'y a pas dans le 2. Dans le 2, il y a un truc qui est plus fort narrativement, le scénario est plus intéressant, si on peut dire ça comme ça, mais la mise en scène est beaucoup plus forte dans le premier, et le reste de la franchise est plus compliqué. Là, je vous laisse la parole, mais c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Super. Tu me laisses les Merci miettes. du cadeau. Non, mais moi, je te rejoins pour dire que c'était un grand film, hein, enfin un très bon film d'épouvante, un super slasher. Après, on en a déjà parlé dans un épisode Vidéo Club. Moi, je préfère le 2. Je le trouve plus. Enfin, j'ai presque honte à dire que parfois, je peux m'ennuyer un peu devant Halloween le premier, même si encore une fois, je reconnais toutes ses qualités. Mais je m'amuse moins. Comme je le disais en préambule, hein, pour moi un slasher, il faut que ça soit un peu fun et que je m'emmerde pas trop. Et je m'emmerde beaucoup moins avec le 2 et que je le trouve très dans cette unité de lieu qui est cet hôpital, cette clinique dans lequel il se passe, et je le trouve plus agréable à regarder. Enfin, c'est celui que je revois plus souvent que le premier. Après, bon, le 3, c'est pas un slasher du tout, c'est pas du tout la même histoire, donc c'est une fausse suite. Et les suivants, alors le 4, bon, c'est, on sent qu'on est il sort en 90, on sent qu'on est dans une période extrêmement creuse du cinéma d'horreur. Ouais, c'est fauché, hein. Et on essaye de relancer une franchise qui a bien marché, on essaye de relancer un peu un sous-genre qui est en stade végétatif à ce moment-là, et bon, ça fonctionne, mais bon, c'est quand même très en dessous des deux premiers. Et bon, après, le 5, pareil, c'est limite un téléfilm, hein. Le 5, et puis le 6, et puis la suite. Enfin, je vais passer très vite sur ceux qu'il y a eu dans les années 90, c'est-à-dire le H20, le Halloween 20 ans plus tard, qui est censé raccrocher les wagons avec le premier film, et enfin, et le second, et ça marche pas. Et en faisant appel au réalisateur Steve Miner, qui est le réalisateur de Vendredi 13, 2 et 3, mais ça fonctionne pas. Et Résurrection, qui est une catastrophe, ou qui raccroche les wagons aussi avec la télé-réalité qui est naissante à l'époque, et qui est réalisée par Rick Rosenthal, le réalisateur de Halloween 2. Ça va, vous suivez? Et pareil, ça marche pas du tout. Enfin voilà, on sent c'est une saga qui agonise pas mal, et il y aura des reboots plus tard, on en reparlera plus tard, mais en tout cas, dans la première partie, dans l'âge d'or
du slasher, c'est une saga qui a vite agonisé à la suite des 2 premiers films, quoi. Pourquoi il vit encore? Ne vous approchez pas de lui! Mais il a cessé de respirer. Non! Je rejoins un peu Max sur l'histoire du 2. Je trouve que le premier, Eric, je compte sur toi. Non mais le premier, c'est un chef-d'œuvre absolu. Genre c'est voilà, il est parfait et il est objectivement bien meilleur que le 2. Je suis d'accord. En revanche, c'est vrai en termes de mise en scène, ouais, complètement. Voilà, du coup, le problème, c'est que son statut un peu de culte et de chef-d'œuvre machin, ça fait que t'as envie de t'amuser un peu plus et c'est un peu pépère, voilà, un peu mic, quoi. Et du coup, t'as envie de partir sur le 2 plus régulièrement. Après, moi, j'avoue que quand je découvre Halloween, je le découvre, genre, je dois avoir 14-15 ans et c'est bien après que j'ai vu Scream et Freddy, etc. Bien après, voilà, c'est après en tout cas. Ouais, après, que je découvre Scream et Freddy, et j'ai quand même eu la grosse claque. C'est mon premier Carpenter en plus, donc vraiment j'ai été accroché direct, et encore aujourd'hui c'est un film que je trouve incroyable. Mais voilà, pour rejoindre Max, c'est vrai que le 2 est un peu plus fun et on y revient plus facilement que le premier, quoi. Alors moi le premier Halloween j'adore, c'est pas mon Carpenter préféré, je préfère The Thing et puis même Escape from New York, tout ça je préfère chez Carpenter. Ouais, pareil. Halloween ça reste quand même, c'est une leçon de cinéma, c'est-à-dire qu'on aime ou pas les slashers, rien que pour ça c'est juste extraordinaire, surtout quand on voit les moyens qui sont derrière ce film, c'est juste éblouissant. Mais c'est aussi, pour moi, c'est un film que j'aime parce qu'il est hyper simple dans le sens où c'est pas une histoire de tueur. Il n'y a pas de lore, en fait, dans Halloween. Ouais. C'est vraiment... Et puis, le tueur nous est présenté comme étant le mal, comme une entité surnaturelle, comme on le découvre à la fin. Je suis désolé, je spoil, mais bon, ça, le film est un peu vieux quand même. Ouais. Et donc, le film, il est super, il se suffit à lui-même. Parce que je suis désolé, mais tout le reste, mais Halloween 2, mais comment je me fais chier, c'est pas possible, quoi. Ah mais si. Mais comment on s'en fout? Le côté de Laurie, l'héroïne, en fait, c'est peut-être la sœur de Michael. Non, mais franchement, et puis le machin, c'est le cousin Germain, et puis machin, et puis oui, et puis non, et puis. Non, mais honnêtement, zéro, quoi. Honnêtement, ça on s'en fout, je suis d'accord avec toi, Eric. Après, les meurtres sont quand même. On revient toujours à cette notion de fun. Il y a une des morts les plus cons du cinéma d'horreur aussi. Mais il y a des meurtres assez graphiques qui sont bien foutus, bien mis en scène et avec une super photographie dans cet hôpital. Donc. Voilà, malgré tout, c'est ça qui. Enfin, je comprends ce que tu dis, Eric, et t'as raison, on s'en fout. Enfin, tout ce qu'il y a derrière, on s'en fout. Mais c'est fun, et c'est ce qui compte quelque part, et voilà quoi. Je ne sais pas quel jeu vous jouez là-haut, mais je vais me fâcher si vous continuez. Maintenant, abordons quand même une autre franchise hyper connue de cette période, et puis canonique quand même pour le slasher, c'est Tout de suite, on sait de quoi on parle de Vendredi 13. Exactement. Alors messieurs, Vendredi 13, vous en pensez quoi? Là, pour moi, c'est des vraies madeleines. Les Vendredi 13, au moins les 5-6 premiers, même les 7 premiers, on va dire. Alors, je suis très très conscient aujourd'hui que c'est des films à qualité discutable. Soyons clairs, c'est une franchise, mais ça a posé pas mal de choses justement sur ces slashers qu'il y a eu à cette époque-là, en 80 et 82, où il y en a eu pléthore, et ils étaient tous copiés sur le modèle de Vendredi 13, c'est-à-dire souvent dans un camp de vacances au bord d'un lac, avec un tueur masqué, même si le premier Vendredi 13, c'est pas le cas. Mais ça a posé, c'est surtout finalement le tueur du vendredi, le Vendredi 13-2, qui a posé encore plus les bases de ça que le premier. Ouais. Alors, il n'y a pas de fond, donc je me contredis à fond. C'est sûr. Il n'y a pas de fond. Ouais, ça y est, tu sors. Mais c'est fun. Par contre, je me contredis pas parce que c'est fun. Les trois quarts enfin même quasiment tous les films sont fun. Il y a aussi un espèce de second degré qui s'installe petit à petit dans la saga, qui moi me fait délirer. Et donc voilà, c'est pas très bon, soyons clairs, je suis d'accord. Le 5... peut-être que vous en parlerez du 5 qui est juste une escroquerie, mais voilà, moi je l'aime bien aussi. Mais voilà, après, et même après, je sais pas si on peut aller jusque là, mais le 10 qui se passe dans l'espace, c'est un grand n'importe quoi, mais moi j'ai plein de trucs que j'adore dedans, et qui font référence à d'anciens épisodes de cette même saga. J'ai beaucoup d'amour pour cette saga, mais uniquement dans une pure mauvaise foi et par simple nostalgie d'adolescent.
Ça c'est marrant ça, parce que en vrai, toi du coup Max t'es un peu la team j'aime pas le slasher et moi j'adore le slasher et pourtant toi tu aimes Vendredi 13 et moi bof. Ça c'est curieux par contre. En fait moi je l'ai découvert hyper tardivement, mais en fait j'ai un problème avec les films de forêt. Ça me fait chier, sauf alors... dans les tout derniers là, on va en parler. Impossible, putain. Et voilà, j'ai un problème avec les films de forêt, ça me fait pas du tout triper. Après je me suis tapé la saga d'un coup, je me suis fait un marathon, c'était agréable, je me suis marré. J'adore le 3, j'ai vraiment un gros truc avec le 3. Ouais, il est très bien le 3. Ouais, les meurtres sont super. Voilà, après, franchement, Vendredi 13, à part pour le côté culte et pop culture, voilà. Si, j'adore les intros sont super. Voilà, mais après, on se fait quand même beaucoup chier. Oh, mais pas vrai. Presque Sleepaway Camp, quoi. Non, j'ai oublié de dire un truc aussi. Putain, Jason Voorhees, c'est quand même le boogeyman, l'un des boogeyman, qui a une. Oui. Désolé pour Michael Myers, hein, mais putain, il a un charisme, Jason. Voilà, pour moi, c'est ça aussi, ça fait partie du truc, quoi. À partir du moment où il a son masque de hockey. Mais je suis d'accord. Ouais, exactement, à partir du 3. Alors, fallait attendre 3 films quand même, hein. Moi, Vendredi 13, je suis pas un super fan, et aussi parce que j'ai vu tout ça dans le désordre. Parce que je suis quand même plus jeune que vous, voilà, quand même, de 1 an et demi, hein, bon bref, mais ça suffit. En fait, mon premier Vendredi 13, c'est le numéro 6, que j'ai vu sur Canal+, donc j'ai un sacré wagon de retard, et j'ai trouvé bien Goliot, mais plutôt rigolo, mais je crois que ça fait partie des tops rythmés. Donc après, je les ai vus, alors avec les nouveaux qui arrivaient au cinéma ou sur Canal, et puis je récupérais l'arrière en vidéoclub, donc c'était une drôle de manière de voir la série, et voilà, je suis pas un super gros fan. Alors on peut spoiler, on est d'accord, c'est des films un peu vieux, hein, oui, c'est ça. Hein. Je les ai vus de manière des fois très chaotique. Le premier Vendredi 13 que j'ai vu avec beaucoup de décalage, je l'ai vu quand ça passait sur M6 à l'époque où il passait des films fantastiques mais super coupés. Ouais. Donc en fait, je l'ai vu en version censurée avec tous les meurtres qui étaient coupés. J'avais trouvé ça super nul, mais je l'ai vu quand même en. Oui, parce qu'il y a plus d'intérêt, quoi. Bah oui, et en fait, et à la fin du premier, c'est même pas Jason le tueur, c'est voilà, mais c'est quand même assez connu. En plus, en version français, les prénoms sont pas pareils, ça fait un peu moins peur quand on dit c'est Jackie, il arrive. Et le petit garçon, est-ce que lui aussi il est mort? Qui? Le petit garçon Jackie. Jackie? Moi, j'ai découvert ces films dans l'ordre, en fait, hein, vraiment, mais pas au cinéma, parce que j'étais trop jeune pour y aller, mais vraiment par l'ordre de sortie VHS. Donc je me souviens très bien de la cassette Warner de Vendredi 13, le premier, donc qui reprend pas l'affiche, mais qui reprend un meurtre qui a lieu dans la forêt, et tout ça, avec une fille qui se fait égorger. Il y avait quelque chose d'assez saisissant quand on est gamin et qu'on voit cette image-là, avec une main, d'où vient cette main, à qui elle appartient, et tout ça. D'ailleurs, qui est une main ouvertement masculine, alors que le tueur n'est pas forcément Jason, comme tu l'as dit. Et puis après, 1 an après, il y a la cassette qui sortait du 2e, puis 1 an après, la cassette du 3e, etc. Donc il y avait une espèce d'attente comme ça, en disant je sais qu'il y a un nouvel épisode qui va sortir, et à chaque fois on les louait le samedi, je le regardais en famille et tout ça, c'était vraiment génial. J'adore le côté, mais c'est vrai, en plus bon, là il y a rien de gênant, il y a des trucs plus compliqués à voir en famille. Le 2e a des meurtres qui sont justement un peu censurés, ce qui fait que le 2e paraît moins fort en termes de meurtre que le premier, mais il y a des choses hyper intéressantes dedans. Et le 3e, c'est celui qui a les meurtres les plus ouf, avec le 4e, parce que avec le 4e, exactement. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est que le premier, les meurtres ont été aussi saisissants parce qu'ils ont été aussi signés par Tom Savini, qui est un grand maître du maquillage d'effets spéciaux gore, en fait, hein, qui est derrière le film Maniac, par exemple, Zombie de Romero, et qui a fait des choses vraiment hyper intéressantes visuellement, hein, si on aime l'horreur, évidemment. Et dans le 4, il va encore plus loin, il y a des trucs vraiment démentiel. Moi, j'adore le 4, justement. Je trouve que c'est de toute la saga, c'est peut-être mon préféré parce que je le trouve le mieux rythmé. Pareil. Parce qu'il est réalisé par Joseph Zito et parce que c'est un immense réalisateur. Non. Et puis après, bon, le 5, c'est un peu décevant, mais le 6,
celui que tu as découvert, Eric, est très intéressant parce qu'il commence à avoir une formule un peu méta déjà. Voilà, il y a quand même des clins d'œil rigolos et tout ça. Et c'est le premier que j'ai failli voir en salle parce qu'en fait, à Bormes-les-Mimosas, puisqu'on aime bien le citer, ce cinéma, j'étais resté comme ça devant cette affiche en me disant qu'est-ce que c'est Jason le mort-vivant, je vois pas ce que c'est tout ça. Et je comprenais pas ce qu'on voyait en filigrane parce que c'est le masque qui est un peu en rétro-éclairé avec des effets de fumée qui traversent les trous du masque de hockey. Et c'est un peu trop tard que je me suis rendu compte que c'était mais c'est le 6e vendredi 13 et c'était trop tard pour y aller, donc j'avais bien les boules. Donc je l'ai découvert après en VHS et j'ai trouvé ça vraiment mortel parce qu'il reprend un peu des codifications du cinéma gothique et qu'il le ramène un petit peu dans cette saga qui franchit ouvertement le pas du fantastique avec vraiment un mort-vivant, quelqu'un qui revient. Et le 7e, c'est le premier que j'ai vu en salle. Et alors là, on est un mélange entre Carrie et Jason. On a une fille qui a des pouvoirs télékinésiques qui va pouvoir affronter Jason sur un autre terrain. Le film est un peu moyen, on va le dire, mais moi je suis attaché parce que je l'ai découvert dans cette circonstance-là. Tout le reste de la saga, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Je trouve que je suis pas fan de Jason va en enfer. Jason dans l'espace, bon, voilà, il y a des trucs que je trouve marrants, notamment un meurtre qui a lieu avec une fille qui se fait cryogéniser le visage super rapide. Bon, ouais, moi je suis moins fan. Pour rendre à César ce qu'il y a à César. Cet amour que j'ai pour Vendredi 13, je te le dois à toi, Mick, parce que c'est toi qui me les as fait découvrir. Donc voilà, je l'ai pas dit tout à l'heure. Je suis allé. Mais je tenais quand même à le préciser. C'est une bromance. Mais comme c'est mignon. Mais cette amitié autour de la saga Vendredi 13, et c'est un peu chelou quand même, je veux pas dire, mais... 10 millions d'Américains sont allés se jeter dans ses griffes. Dernière saga quand même canonique, c'est la saga des Freddy, les Griffes de la Nuit, et ensuite c'est un ensemble de 6 films, avec un 7e qui va arriver un petit peu en décalé plus tard. Donc messieurs, qu'est-ce que vous pensez donc de la saga Freddy Krueger ? Bon là on rentre vraiment dans le gros du truc, même si Halloween voilà c'est un chef-d'œuvre, moi je trouve que les Griffes de la Nuit c'est le slasher qui m'a le plus marqué en tout cas, notamment parce que depuis mon enfance on me parle de ce film en fait. Moi en gros ma mère a été traumatisée par Freddy. Qu'elle a regardé à travers une porte entrouverte puisqu'elle n'avait pas le droit de le voir, elle l'a vu dans le salon, mon grand-père le regardait, elle en a pas dormi pendant des mois et du coup on m'a parlé de Freddy très très longtemps à l'avance toute mon enfance. Donc en fait vu que on n'a pas le même âge, Freddy en gros c'est un peu l'exorciste pour moi. C'est-à-dire c'est le film dont mes parents qui avait traumatisé mes parents, etc. Donc c'est avec Scream ce qui me touche le plus et c'est normal vu que c'est du Wes Craven et pour moi c'est le meilleur réal de slasher et c'est vraiment lui qui fait que ce genre a un intérêt tout particulier et qui a vraiment mis ce genre sur un piédestal pour moi quoi. C'est vrai que pour le coup, Wes Craven, il a pas fait que des très bons films. C'est sûr. Mais il se détache, mais allègrement de toute la concurrence en termes de mise en scène de ce genre-là, en fait. Évidemment, avec même d'autres films, d'autres sagas qu'il a essayé d'initier. Moi, je suis ultra fan aussi. Alors, je l'ai découvert bizarrement, moi, Les Griffes de la Nuit, le premier, parce qu'en fait, c'est mon père qui me l'a raconté aussi. Il l'avait vu, il l'avait loué, il l'avait vu et je l'avais pas encore vu. Je pense qu'on devait pas, il avait pas dû trouver le moyen de me le montrer à ce moment-là. Et donc je me revois dans un restaurant, il me raconte ce truc-là et je dis mais il faut absolument que je voie ce film quoi. Et donc juste 2-3 jours après, on l'a loué, je l'ai regardé et là. Je trouvais ça mais super, c'est-à-dire il y a des meurtres complètement vraiment inventifs, la dimension déjà rêve réalité elle est assez géniale Wes Craven dit qu'il s'est inspiré de Fellini pour ce genre d'embarquer etc, d'embarder mais moi je trouve que les meurtres qui sont là, le meurtre de Tina il est assez incroyable, celui de Johnny Depp tout est dingue quoi dans le film. Il n'est pas sans défaut mais il y a un truc qui est vraiment très très fort et voilà il y a un mélange comme ça des genres que je trouve génial et dans la suite de la saga
Même si je sais qu'il a pas bonne presse, moi j'aime beaucoup le 2. Moi le 2 est génial. Je trouve que Ouais, super. Il est très bien le 2 aussi. Voilà, il y a alors parce que il s'est trimballé, peut-être que les choses changent aujourd'hui parce qu'on évolue sur ces questions-là, mais il s'est fait quand même pas mal taxer parce qu'il y a quand même ouvertement un commentaire sur l'homosexualité masculine dedans, plus ou moins conscient d'ailleurs de la part du réalisateur, ce qui paraît assez incroyable quand on l'écoute, mais je trouve le film hyper intéressant. Peut-être qu'il se foire un peu dans le final du film parce que en fait Freddy s'invite à la fête dans la réalité et ça c'était peut-être le Rubicon qu'il fallait pas franchir, mais le reste il y a des choses vraiment dingues dans le 2 que je trouve vraiment la métamorphose dans le corps, enfin bref il y a plein de trucs qui sont vraiment dingues que je laisse le plaisir aux auditeurs s'ils n'ont pas déjà fait de le découvrir. Il est vraiment assez intéressant et moi je le trouve super. Et le troisième qui n'est pas réalisé par Wes Craven mais qui est réalisé par Chuck Russell qui fera plus tard le Blob, je le trouve assez incroyable. Et The Mask. Et The Mask, ouais, que moi j'aime moins. Voilà. Mais, je sais. On n'est plus après. Ah oui, non, mais ça commence bien, ça va. Et en fait, je trouve que le troisième pousse tous les curseurs très très loin sur le côté très pop de l'ensemble. Et après, justement, ça lance un peu tout le reste de la saga sur cette trame-là. Et ça devient un peu bon, voilà, on cherche l'inventivité, il y a beaucoup de choses, il y a toujours un truc à prendre dans les Freddy, dans l'inventivité des meurtres, le mixage entre réalité, rêve, etc. Les réalisateurs peuvent avoir aussi libre cours à tout leur délire visuel. Que ce soit donc Renny Harlin pour le 4, Stephen Hopkins pour le 5, ils ont tous amené des choses hyper intéressantes. Il y a plein de scènes qui restent en tête, voilà, avec des scènes de rêve un peu tordues comme ça. Ça s'effondre avec le 6e réalisé par Rachel Talalay, qui était déjà là un peu tout le long en filigrane dans la prod de la saga, mais qui ne donne pas vraiment un bon final. Et après, il y a le 7e qui est à part, mais on en reparlera beaucoup plus tard pour un autre moment du podcast. Mais moi, je trouve que vraiment le noyau dur, c'est le 1, 2, 3. Et surtout le premier, évidemment, hein, les fondamentaux, mais les 3 premiers sont vraiment des bijoux, quoi. Bon, ben, la bromance va continuer et je vais être très court parce que je n'ai pas d'autre chose à rajouter à ce que tu viens de dire, Mick. Je suis d'accord de A à Z. J'aurais dit la même chose. J'ai les mêmes ressentis sur les mêmes films, sur les mêmes opus. Vous aimez beaucoup le 2, non? Voilà, le 2, je vais pas dire plus de choses. Le noyau, pour moi, c'est les 3 premiers. Max, le 2 est bien. À partir du 4, la seule chose que je peux rajouter, il y a encore des meurtres fun. Désolé, toujours sur cette thématique du fun. Il y a quelques meurtres fun à partir dans le 4. Et puis après, voilà quoi. Pareil, le 5, je m'emmerde pas mal. Le 6, c'est raté. Et le 7, on en parlera plus tard. À présent, vous êtes tous mes enfants. Faut préciser quelque chose qui est peut-être anecdotique, mais au sein du podcast, une des personnes parmi nous a une copie 35 mm en VF du 4. Oui. C'est moi. Alors ouais. ça. C'est Adrien. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, j'étais allé chercher ça chez un mec qui collectionnait. Et du coup, j'ai pu me faire une petite projo avec Mick et ma compagne, seul au Club de l'Étoile, cinéma parisien indépendant. Et c'était génial. Et c'était trop bien. Et c'est ça qui m'a réconcilié de fou avec le 4, qui est que je trouve bien meilleur que le 3, en fait. Hein. Oh là là, vraiment, non. Ça fait, pour moi, ça fait 1, 4, 2, 3. Voilà, après le reste... Ouais, moi c'est une franchise que j'adore. Déjà, Les Griffes de la Nuit, je crois que c'est mon préféré, mon slasher préféré. C'est même supérieur à Halloween. Je sais qu'Halloween est sûrement un meilleur film en termes de mise en scène stricte, etc. Et quand Max parle de meurtre fun dans Vendredi 13, je trouve que les meurtres là, ils sont vraiment fun parce qu'il n'y a pas la limite, on va dire, de l'arme blanche, machin. Donc ça, pour moi, ça explose les limites du slasher et moi, j'adore ça. Moi, j'ai une affection hyper particulière pour le 4e épisode parce que je crois que, faut que je revoie les dates, mais j'en suis quasiment sûr, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma. C'est juste après mes 13 ans. Et donc, c'est celui-là que j'ai vu, et autant dire que j'ai vécu une épiphanie, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu quelque chose, enfin, c'était transcendantal. Le reste du film, peu importe, on oublie la tête de pizza géante, tout ça. Moi, ça reste, voilà, un film extraordinaire.
Donc, et puis après, je les ai tous vus au cinéma et je les ai aussi à rebours repris. Mais moi, je pense que c'est vraiment une saga extraordinaire. Je suis d'accord, le 6e est vraiment en dessous, c'est une faute de goût. Mais n'oublions pas, quand il est sorti en salle, il était en 3D anaglyphe. Oui. On avait ressorti les lunettes en carton. Et moi, c'était le premier film en 3D que j'avais vu au Cinoche. J'étais allé le voir plusieurs fois pour l'expérience. C'est super pourri, mais il n'empêche que c'était trop cool. Ouais. Et moi, c'était ma deuxième expérience de 3D depuis L'étrange créature du lac Noir qui était passé à la dernière séance d'Eddie Mitchell qui avait fait je me souviens, c'était un événement, mais à la télé, en 82. En famille. On s'était retrouvés derrière nos lunettes vendues écrans. dans Télé 7 jours. C'était un événement, un souvenir de gosse incroyable. Et en fait, avec Freddy 6 qui est pourri, je suis d'accord, mais moi j'ai ressenti ces émotions-là de 3D toute naze. Et franchement, maintenant, quand je vais voir Avatar 2 en 3D, ça vaut pas une seconde l'expérience d'Eddie Mitchell et de Freddy 6. On l'avait vu, nous aussi, hein, Mika. Ouais, on l'a vu ensemble, Max ça, et moi, en 3D, tout ça. D'ailleurs, tout le long, on n'arrêtait pas de mettre les lunettes, on les enlevait. À quel moment c'est la 3D ? En fait, le film. Ah oui, c'est vrai que c'était pas tout le long, putain, je me souvenais plus de ça. C'est que c'est juste le final. Et en fait, il y a un indice clair. Elle met la comédienne met les lunettes pour nous faire comprendre qu'il faut mettre les lunettes à ce moment-là. Mais tout le long, on n'arrêtait pas. C'est de la 3D, c'est pas de la 3D, on sait pas. C'est de la merde. C'est de la merde, c'est nul, remboursé quoi. Avant qu'on passe à la suite, moi j'aimerais qu'on parle d'une autre saga qui est... j'ai du mal à savoir si c'est un slasher ou pas pour vous, mais c'est Massacre à la tronçonneuse et tout ce qui suit derrière. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran. Parce que Massacre à la tronçonneuse, si on regarde bien, donc il sort en 74, si on regarde bien, on a aussi des jeunes qui sont traqués. Alors là, c'est pas par un seul tueur, c'est toute une famille, mais c'est essentiellement un tueur. Il y a quand même pas mal de choses qu'on retrouve dans le slasher qui sont contenues dans Massacre à la tronçonneuse. Et parfois, le film et la suite de la saga est aussi contenu dans les listes des meilleurs slashers réalisés, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que ça compte, hein. Il y a une frontière un peu bizarre, un peu fine entre le survival et le slasher dans certains cas. Et typiquement Massacre à la tronçonneuse, je me suis posé la même question que toi, pas plus tard qu'hier. Et je me disais, je l'aurais mis où moi ? Mais je le mettrais malgré tout dans les survival que dans les slashers. Mais vraiment, c'est presque subjectif parce que tu l'as dit, il y a quasiment tous les codes dedans. Après, là, c'est pas un tueur isolé, il est avec sa famille, c'est des gamins qui essaient de survivre dans un environnement. Voilà, je pense qu'on navigue un peu entre les deux. Moi, je le classe plus dans le survival que dans le slasher, mais c'est très le premier, le deuxième, c'est différent. Oui, c'est différent déjà le deuxième. Ouais. Et les autres aussi, mais le premier, je suis un peu entre les deux. Mais je bascule plus de l'autre côté, moi. Parce que juste le remake de Marcus Nispel qui arrivera plus tard, quelque part, il est presque plus à mettre du côté des slashers. Voilà. Il est c'est exactement plus slasher que survival, étrangement. Voilà. Alors que le premier, pas forcément. Personne ne survivra au meurtrier fou. Moi, personnellement, Massacre à la tronçonneuse, c'est pas du tout un slasher, quoi. Moi, je le sens pas du tout comme ça. C'est vraiment un film qui nous ramène à notre instinct de survie. Et donc, c'est pour ça que moi, il y a une frontière qui est très forte entre le survival et, le slasher. Même si, après, je suis d'accord que la frontière se brouille, parce que Massacre à la tronçonneuse, il y aura des suites dans des mains de gens qui vont exploiter ça, qui vont, à aucun moment, même quand c'est Toby Hooper qui nous fait le deuxième, vont essayer de tutoyer le sens profond du premier. Et là, effectivement, ça dérive dans des trucs potentiellement de carnaval et dans du slasher parce que c'est la recette qu'on plaque sur l'univers de Massacre à la tronçonneuse. Mais c'est pas forcément des films aussi dont on a envie de se souvenir, quoi. Leatherface 3. Oh, j'aime bien, moi. Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Voilà, le 4 avec Matthew McConaughey et Renée Zellweger, ils veulent absolument que ce film soit oublié à jamais, et puis même les itérations nouvelles. Franchement, ça passionne personne, alors que le premier est un tel chef-d'œuvre même du cinéma américain au sens absolu. Donc pour moi, il rentre pas là-dedans, quoi. Les années 80, c'est le véritable âge d'or du sous-genre. Facile à monter pour un marché friand de sensations fortes, le slasher est l'un des produits phares des vidéoclubs de l'époque, rayon boucherie bien évidemment.
Les tueurs dévalisent les quincailleries pour des meurtres toujours plus alambiqués. C'est la foire d'empoigne sur les jours du calendrier avec des films exploitant le jour de Noël, le 1er avril, la Saint-Valentin, la fête des pères, la fête des mères et j'en passe. Mais derrière les posters agressifs et les titres accrocheurs, difficile cependant de trier la bonne série B de la série Z opportuniste. Alors, chers membres de la team, quels sont pour vous les meilleurs slashers des années 80 ? Et surtout, on a envie de connaître vos pépites méconnues. Alors moi dans les pépites donc on n'a pas cité, déjà moi je mettrais My Bloody Valentine, meurtre à la Saint-Valentin. Dans cette petite ville, le jour de la Saint-Valentin, tous les cœurs saignent. Notamment dans sa version uncut, parce qu'en fait c'est un film qui, dans la version qu'on a connue, est un film qui est relativement aseptisé, parce que justement il arrive en 81 et la motion de censure a commencé à mettre un peu des limites, notamment sur Le Tueur du Vendredi et sur ce film-là par exemple. Mais moi j'aime bien le petit côté... Alors Adrien va dire que c'est mon côté pépère qui va ressortir, mais j'aime bien ce petit côté... à petite intrigue, le whodunit qui se passe dans le milieu des mineurs, des mineurs de fond. Et voilà, il y a un charme qu'il y a dans ce film que j'adore vraiment. Et surtout quand j'ai redécouvert le film dans les années 2010, je crois, en version uncut, là vraiment, je suis tombé des nues parce qu'en fait le film est vraiment chargé, quoi, très brutal dans les meurtres et tout ça. Donc il ajoute la petite chose qu'on vient chercher dans le slasher, c'est-à-dire oui, ok, le fun, etc. Mais on veut des meurtres inventifs, marrants, ou alors complètement frappadingues, ce qu'on verra aussi dans d'autres films. Donc moi, déjà, je mets celui-là d'entrée de jeu parce que moi, vraiment, j'adore ce film, quoi. Je reconnais les petits défauts, mais j'adore ce film. Et là, le film était ressorti chez Sidonis, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas très longtemps. Et la copie est sublime. Ils ont refait un étalonnage qui n'a rien à voir avec l'étalonnage de base, mais ils l'ont un peu dynamisé façon un peu année 2020, quoi, avec Resolve et compagnie. Et le film est hyper beau. Je l'avais jamais vu comme ça. En fait, il est plutôt laiteux normalement. Et là, il est très très beau, quoi. Voilà. J'ai vu la version sale, moi, putain, mais j'ai trouvé ça d'un chiant. Voilà, typiquement le genre de slasher que j'aime pas. Et comme il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. C'est pire que Slumber. Hein. C'est encore un prétexte. C'est comme on en a pas parlé, mais il y a un film qui s'appelle Week-end de terreur, mais qui est en fait un truc sur la Saint-Valentin qui s'appelle April's Fool Day, qui est sorti en 86 de Fred Walton, le réalisateur du pourtant très bon Terreur sur la ligne, qui a fait un slasher. Et voilà, c'est ce genre de truc opportuniste à la con où en fait avec des meurtres pourris, des petits budgets, on se fait chier, et My Bloody Valentine, c'est pareil, quoi. Moi, si j'enchaîne très facilement, on se doute de quoi je vais parler, mais voilà, Slumber Party Massacre. Ah là 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 là. Oh là là, non. Voilà, qui est certainement un ça, des c'est meilleurs pas possible. slashers jamais été fait. Non. Bon, j'ai fait un express dessus, je vais pas vous refaire le truc, mais c'est grave en avance sur son temps, c'est féministe, c'est stylé, c'est un tout petit slasher, c'est génial. Voilà, on est à l'opposé, je sais qu'il y a que moi qui aime ce film, mais moi je le trouve incroyable. Voilà, dans les pépites. Sinon, vu que je suis là, voilà, j'en ai déjà parlé. Moi, j'adore Pieces, donc le sadique à la tronçonneuse, qui est entre le giallo et le slasher. Ça reste un slasher, mais il y a quand même on ressent vachement. Enfin, je trouve que c'est le slasher que j'ai vu où on ressent le plus l'inspiration du giallo. Et voilà, c'est un truc ultra gore, couillu. Enfin voilà, c'est un film qu'on a dans le froc, quoi. et qui est très 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 glauque et que j'ai découvert après coup, à la fin du truc, et dont l'intro m'a traumatisé avec l'ami avec qui je l'ai vu. Donc voilà, big up à Andreas. Mais je l'ai vu en VHS. Et c'est un slasher vraiment vraiment bizarre. Qui a réussi à m'arracher des petits frissons de malaise, ce qui est assez compliqué aujourd'hui. Voilà, donc rien que pour ça, voilà, et dont j'adore la BO qui partage d'ailleurs avec Horrible de Joe D'Amato, qui j'aime aussi, voilà, qui est un slasher un peu largement pompé sur Halloween, mais qui voilà, c'est un bon moment aussi. Donc dans les pépites de ces années-là, moi je dirais celle-là, quoi. Elle était en vie, nom d'un chien. Je sais, lieutenant, je sais. Aussi, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Moi,
vous commencez à comprendre que c'est pas un genre qui m'excite particulièrement. Mais il y en a un, j'en retiens un qui me plaît plutôt bien, enfin que j'aime bien, qui s'appelle Happy Birthday, souhaiter ne jamais être invité, qui est sorti en 1981, qui a été réalisé par Jack Lee Thompson. Alors Jack Lee Thompson, il n'a rien à voir avec le genre, le sous-genre, c'est quelqu'un qui a tout fait, des films de guerre, des films des Bronson, voilà, il a tout fait, et là il a fait un film, espèce de slasher un peu surnaturel. À la cadence à laquelle ils disparaissent, il ne restera bientôt aucun invité pour l'anniversaire de Virginia. Enfin personne de vivant. Déjà, c'est bien réalisé, il y a des meurtres fun, encore une fois, et il y a un twist qui est loin d'être con. Alors, c'est un peu aussi, on n'en a pas encore parlé, mais c'est une récurrence dans le slasher, c'est les fameux twists. 90% du temps, ils sont cons comme la lune et gâchent limite presque tout. Mais là, il y en a un qui est plutôt pas mal sur la révélation finale. Et voilà, c'est un film qui est sorti, oui, je l'ai dit, en 81. C'est une production, je crois, canadienne. Et c'est avec une des actrices qui joue dans La Petite Maison de la Prairie, Melissa Swanderson. Et voilà, c'est une petite pépite un peu méconnue, un peu oubliée, qui avait l'affiche est assez marquante. D'ailleurs, elle illustre un des meurtres du film un peu original. Voilà, c'est un de ceux que je vous conseille. C'est peut-être le seul que je vous conseille parmi la pléthore de films qui ont été produits dans cet âge d'or, en fait. Ouais, c'est un film qui est un peu long, en fait. Il fait 1h50, un truc comme ça, ouais, qui s'étire. On est vraiment dans une vibe pas très loin du téléfilm quand même, de luxe, un peu en scope, etc. Mais voilà, il y a ce truc-là, mais il est pas inintéressant. Ouais. Moi, en fait, c'est pas des slashers que j'aime particulièrement, c'est pas des bons films plus exactement, mais je suis obligé de les citer parce qu'ils m'ont marqué. Donc il y en a un, c'est Sleepaway Camp. Je sais, c'est nul. Ah là là, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Hé, Angela. Dis, comment ça se fait que tu t'es jamais douché avec nous? Donc Massacre au camp d'été en français, mais la fin. Alors la fin, c'est 30 secondes et c'est 2 plans et demi. Mais je trouve que la fin de ce film est quand même juste... problématique. Alors, problématique, c'est vrai, mais elle est glaçante et je pense qu'on peut... elle fait partie quand même du paysage du slasher, quoi. Je pense que ce film-là, on s'en souvient que pour ses 30 dernières secondes, quoi. Donc c'est aussi la force du slasher, quoi. C'est-à-dire, on a 90 minutes de daube et on s'en souvient juste pour la fin. Alors... Plus soft, quoique c'est très gore. Moi j'aime bien Intruder de Scott Spiegel. Moi aussi. Je l'aime bien tout simplement parce que y a toute la bande d'Evil Dead et que je suis fan d'Evil Dead. Donc il y a Sam Raimi, on aperçoit Bruce Campbell. Donc c'est réalisé par le co-scénariste donc d'Evil Dead 2 et le copain de Sam Raimi qui a filé un coup de main toujours partout, qui est dans tous les bons coups. Starring Dan Hicks, Bruce Campbell, Ted Raimi, Renee Estevez and Sam Raimi in Intruder. C'est un film de copains, ça pisse pas plus loin. C'est les premiers effets spéciaux de KNB aussi, la société d'effets spéciaux qui va après devenir très célèbre et qui va être un des acteurs assez importants du secteur. Et voilà, c'est pas terrible, mais il se trouve que j'aime bien parce qu'il y a les gens que j'adore qui font des films que j'adore. Et voilà, ça pisse pas plus loin. Non, mais c'est vrai que c'est très mauvais. Oh. Mais les meurtres sont bien. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Le tueur est top et le décor est incroyable. Le tueur est top. Si, il est glacé. Le décor est incroyable. Si, non mais attends, dans un supermarché, déjà, c'est pas un truc qui a été fait de fou. Il y en a pas mal, mais c'est vraiment, voilà, moi ça m'a surpris et je trouve que le tueur m'a glacé. Après, c'est vrai que quand je l'ai vu. Quand j'ai arrêté le film, je me souviens même m'être retourné face à ma compagne et lui dire non, c'était pas fou, mais au final il reste, tu vois, il infuse, et quand on a reparlé, j'ai eu un petit voilà, j'irai peut-être pas le revoir non plus, mais j'en ai un bon souvenir. Bon, et toi, Mick, tu dois avoir d'autres pépites encore, t'as pas qu'un film. Ouais, j'ai d'autres pépites. Alors moi, je voudrais encore citer Wes Craven parce que j'adore Shocker. Oh putain. Shocker. Non, mais oui. Je change de team. Mais si, Shocker, c'est tellement bien. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, pauvre crétin? Tu veux me faire frire? Alors fais-le, putain de la porte.
Shocker, en fait, c'est une tentative un peu presque désespérée de la part de Wes Craven parce que en fait, il sent que le personnage de Freddy Krueger lui échappe un peu et donc il veut relancer une autre saga qu'il pourrait maîtriser. Et donc il invente un tueur qui utilise le courant électrique pour à la fois tuer, se déplacer et aussi incarner des corps. C'est-à-dire que globalement, c'est un body swap, c'est un body swap movie, c'est-à-dire on peut changer de corps comme ça. Et voilà, et donc en reprenant tous les codes du slasher habituel, etc. Avec une codification un peu neuneux entre le héros et sa dulcinée, etc. qu'on retrouvera même dans les Terrifier. Il y a quelque chose un peu qui ressemble un peu à ça. Mais moi j'adore ce film. Alors j'ai découvert en salle avec Max et j'étais complètement archi fan de la BO. La BO est mortelle, c'est que des as du hard rock, du métal FM et du métal de l'époque. C'est marrant, c'est très drôle, c'est hyper bien joué. Enfin moi je trouve ça, et j'adore le visuel, etc. Je trouve que le film est vraiment mortel. Plein de gens le bâchent, notamment Adrien. Je vais te laisser après la parole. Non, j'ai rien à en dire. Mais je trouve, moi, le film vraiment génial. Bien sûr, c'est un cran nettement en dessous de Freddy, parce que le final, finalement, même s'il y a des techniques très novatrices pour l'époque à base de motion control, c'est-à-dire des caméras qui peuvent répéter à l'infini des mouvements pour pouvoir permettre des incrustations en mouvement de personnages dans des shows télévisés ou en semi-transparence. Malgré tout, c'est tellement nawak que c'est presque too much, et donc peut-être que c'est ça qui fait perdre de la crédibilité à l'ensemble. Je sais pas, moi j'adhère complètement, mais si j'essaye d'être critique vis-à-vis de ça. Mais l'ambiance du film est incroyable. Le mec meurt sur une chaise électrique, etc. Enfin, c'est mortel, quoi. Voilà. Voulez-vous prier avec moi, mon fils? Je suis pas votre fils. Allez prier avec vos petits enfants de cœur, sale pédéraste! Mais c'est pas un slasher du tout. C'est un slasher. C'est un slasher body swap. Mais si. Zéro un slasher. Mais si, c'est un slasher. Ce film, c'est tellement le bordel que ça peut être du slasher. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un gros bordel. On en avait parlé encore une fois, décidément, dans un épisode de Vidéo Club. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais je suis d'accord avec toi, Eric. C'est le bordel, en fait. Il y a plein de trucs, en fait, dedans. Ça foisonne dans tous les sens, qui en fait à la fois sa qualité et son défaut, peut-être. Mais moi, je le vois le plus de côté qualité, c'est, encore une fois, ultra fun. C'est vrai que c'est hyper marrant. Le Mitch Pileggi, qui incarne ce tueur qui se balade dans les courants électriques, est absolument génial. C'est plein de punchlines. Enfin voilà, c'est un grand n'importe quoi, c'est plein de genres en un. Est-ce que c'est un slasher? Moi, je serais moins tranché de toi, peut-être, Mick, mais voilà. Après, ça n'enlèvera rien pour moi la qualité du film qui est, pour le coup, pareil, il est assez long. Je crois qu'il fait 1h50, mais ça passe tout seul, quoi. Ouais, non, moi, j'ai vraiment pas kiffé. T'as pas kiffé, pourquoi? Bah déjà, je l'ai découvert à un moment où j'ai enchaîné à mort là pendant un été, et je me suis fait Comme un chien enragé, qui est devenu un de mes films préférés, juste avant. Et juste après, je me suis fait Hitcher. Donc en gros, autant dire que Shocker, c'était une mauvaise pub DVD, tu vois. Ça boxe pas dans la même catégorie, c'est vrai. Je sais pas, j'ai pas du tout kiffé. Je saurais pas te dire pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai voulu le regarder comme un film vraiment au sérieux, et je pense que je me serais bien marré avec vous avec des pizzas, mais sinon ça va pas plus loin, quoi. Et j'aurais dû le voir en VF aussi, certainement. Ah, la VF est incroyable. Voilà. Il y a des punchlines de ouf. Ouais. Voilà. Allez, petit, viens faire un tour dans ma Volkswagen. Donc là, une vraie pépite que moi, en tout cas, j'adore de mon côté, c'est Bloody Bird, alias Aquarius, alias Stage Fright. Il a ses 3 titres. Donc c'est de Michele Soavi, c'est un film italien. Alors il peut être considéré comme un giallo, mais c'est pas un giallo, c'est vraiment un slasher avec une troupe de théâtre qui s'enferme
dans un théâtre pour répéter de manière intensive une pièce où il y a justement un tueur avec une tête de hibou, et il se trouve qu'un vrai tueur arrive, enfile la tête de hibou, donc il y a une vraie mise comme ça en abîme entre le tueur qui incarne le vrai tueur, etc., avec ses acteurs. Le jeu de massacre est assez fort, c'est assez gore, et moi c'est un film mais que j'adore, quoi. J'adore ce film, il est trop cool, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de scènes hyper fortes, beaucoup de scènes assez malignes dans le suspense. C'est le rythme est super bien tenu. Enfin, moi, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de mes films chouchous, quoi. Il y a des chouettes idées de mise en scène, notamment avec une clé qui se retrouve au premier plan, tout ça. Et après, ça, pour être tout à fait honnête, ça joue pas toujours très très bien. On est sur les canons des films italiens des années 80 où des fois c'est un peu autre, mais le film est dingue. L'ambiance qu'il y a dans ce film-là est incroyable, et moi j'aime bien parce que justement il est à la frontière entre le giallo et le slasher, justement. On en avait parlé assez longuement dans un épisode encore une fois de Vidéo Club avec Thibaut à l'époque, et voilà, c'est un très bon slasher, mais je suis d'accord avec vous, c'est plus, enfin, il est entre les deux, mais je le vois plus comme un slasher aussi. Et il y a toujours ce plan, je repense toujours à ce plan où ils sont tous alignés, et il y a le tueur qui est assis aussi, ils sont tous alignés sur la scène de théâtre, et il y a un travelling sur chacun d'eux avec avec le tueur à la tête de hibou, de chouette, enfin peu importe, et rien que ce plan qui est vers la fin, qui est à la fin du film, qui est avec cette musique aussi très très particulière. La musique est pourrie, mais elle ajoute un côté un peu spécial au film, et qui lui donne finalement toute sa qualité, quoi. Ouais, un cachet, quoi. What happened one summer 5 years ago is about to happen again and again and again. Il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est The Burning, aka Carnage en français, qui est sorti en 81, décidément. J'en parle parce que je l'ai revu il y a 2-3 jours. Et alors pour le coup, c'est vraiment un Vendredi 13-like, où il y a tous les codes de Vendredi 13. On est dans un camp de vacances, on est au bord d'un lac, et on a un tueur. Et c'est la première production Miramax Weinstein, donc de cet enfoiré de Weinstein. Il avait tout compris, il a tout repompé sur Vendredi 13. Pareil, Condé, Moniteur, bord d'un lac, machin. Mais là, c'est quand même beaucoup mieux réalisé. Ça aurait pu être un épisode de Vendredi 13. Vendredi 13, ouais, mais voilà, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est une scène qui se passe sur un radeau. Et le seul intérêt aussi, c'est les effets spéciaux. Tu parlais tout à l'heure, Michael, de Tom Savini. C'est là lui aussi qui réalise les effets spéciaux, et c'est plutôt efficace. Donc graphiquement, c'est assez efficace. Fun, je dirais pas ça. Il y a cette fameuse scène du radeau où là, il y a un carnage qui se passe justement sur cette scène qui dure à peu près 2-3 minutes, et c'est le vrai intérêt du film. Dans le genre, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais pour le reste, c'est vraiment un sous-Vendredi 13, comme on en a vu des caisses, et ça aurait pu être un énième épisode de Vendredi 13. Ah, je trouve que t'es vache. Genre justement, moi je trouve que ça pourrait être un épisode de Vendredi 13, mais si ça l'était, ce serait le meilleur épisode de Vendredi 13. Ce film fume n'importe quel Vendredi 13. Vous êtes fous, quoi. Genre il est tellement, enfin moi je le trouve tellement mieux produit et tellement plus beau que, alors c'est pas au niveau de Freddy, de Scream ou quoi, hein, c'est pas un grand loin de là, mais par contre oui, moi je trouve que c'est un Vendredi 13, mais un Vendredi 13 qu'on a dans le froc, quoi. Je sais plus quoi dire à part cette expression, mais voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. Je trouve qu'il est beaucoup plus burné que n'importe quel Vendredi 13, en vrai, hein. Alors moi c'est marrant parce que The Burning, c'est un film que un temps j'ai confondu avec un autre slasher, et en fait je pensais voir The Burning, mais en fait c'est l'autre slasher, etc. J'étais un peu déçu. C'était quoi? L'autre slasher, c'est Rosemary's Killer. Ah bah j'allais venir. Et voilà, et qui est je pensais voir The Burning en voyant l'autre. Ah ouais, c'est la sieste. Là c'est la sieste, hein. là, putain. Oh là 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 là. Et c'est Joseph Zito, non, c'est lui. Ouais, c'est ça. C'est le gredin qui a fait ça. Et à part les effets spéciaux de Tom Savini qui sont, c'est vrai, hyper impressionnants, mais alors, oh là 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 là, franchement, prévoyez du café, sérieusement, quoi. The Prowler.
Eh ben moi j'aime bien Rosemary's Killer, The Prowler en anglais et tout ça, justement pour les effets spéciaux de Tom Savini. J'aime bien, encore une fois, il y a un truc, alors c'est un peu pépère, c'est un peu comme My Bloody Valentine, il y a un truc un peu comme ça, avec une histoire de flashback, un mec qui est déguisé en militaire et tout ça, parce que le flashback se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale. Et je sais pas, il y a une petite enquête comme ça. J'aime bien le truc, mais c'est surtout moi les meurtres qui moi me scotchent. Et c'est encore pareil, c'est souvent aussi on est tributaire de l'ordre dans lequel on découvre les films. C'est ce que tu disais aussi d'ailleurs, et Eric et même Adrien, c'est que selon ce que tu as vu avant ou après, des fois il y a des films qui marquent ton esprit plus que d'autres. Et pareil, Rosemary's Killer, je l'ai vu au moment où il est sorti en VHS. Encore une fois, j'ai pas vu au cinéma. Il me semble que c'était un UGC vidéo. Et le truc sort, et voilà, je me le prends aussi en pleine poire. Je commence à comprendre à ce moment-là que c'est le genre de film que j'aime bien, qu'on n'appelait pas les slashers en fait à l'époque. Ça, c'est quelque chose qui est venu après, un peu plus tard dans les années 90, je crois. C'était simplement un film d'horreur, ou alors un psycho-killer. Bien sûr que ça, c'est aussi une terminologie qu'on a repris pour un autre type de film par la suite. Mais globalement, on disait pas, ouais, tiens, c'est le nouveau slasher en vogue. C'est simplement un type de film, un prototype de film. Et voilà. Après, c'est sûr qu'en l'ayant revu, je reconnais que le film, il a un tempo très très lent. Mais j'aime tellement les meurtres. J'y reviendrai dans le deuxième épisode de notre talk là. Mais j'aime tellement les meurtres que j'aime toujours ce film. Et puis je me rappelle tout le temps la manière dont je l'ai découvert avec ma grand-mère, tout ça, machin. Donc il y a un truc comme ça qui dépasse le cadre du film lui-même. Moi, j'ai une dernière pépite dans mon sac à slasher de cette période. C'est un slasher à un moment, parce que c'est tellement le bordel ce film qu'il y a d'autres trucs aussi, surtout dans la première partie. C'est pas un film américain, c'est un film japonais. C'est un film qui s'appelle Evil Dead Trap. Alors même le titre, ça n'a rien à voir avec Evil Dead, c'est... Vous connaissez Evil Dead Trap ? Oui, bien sûr. De nom, pas du tout. Oh là là, c'est super. Alors c'est une histoire de snuff movie d'une équipe de télé qui va dans un truc désaffecté pour enquêter sur un meurtre d'une femme qui a été envoyé sur une vidéo. Alors c'est pas clair, c'est du vrai ou pas. Et là ils sont traqués par un tueur qui fait des pièges à l'assaut avant l'heure. Donc ça, c'est la partie qui se discute en tant que slasher. Et puis après, ça devient une espèce de giallo, où il y a une espèce de tueur bizarre qui émerge. Et du giallo, ça devient slasher, effectivement, dans la dernière grosse demi-heure. Et c'est un truc de ouf malade, quoi. Et c'est un film qui est assez violent, qui est assez brutal et qui a une ambiance de dingue. Et comme ça ne fonctionne pas sur des schémas narratifs ou même des schémas de body count classiques, on a l'impression de voir un espèce de cauchemar sous fièvre. C'est un film qui est très 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 particulier, moi, qui m'a beaucoup marqué, et franchement j'adore ce film, quoi. Moi, je l'ai vu dans une mauvaise copie et je t'avoue que j'avais été un peu rebuté par le côté fourre-tout de l'ensemble, parce que tu sais, ça prend des directions vraiment pas toujours linéaires, quoi. Et aussi, je trouvais que le visuel, moi, m'a rebuté, quoi, en fait. Mais peut-être parce que je l'ai vu dans une copie, une mauvaise copie, j'ai pas franchi le pas, je l'ai pas acheté chez Le Chat qui fume, je crois que c'est eux qui l'ont ressorti, mais parce que j'ai gardé un mauvais a priori du film, et je vois ce qui te plaît dedans, hein, mais je suis resté un peu à la porte, voilà. Ouais, visuellement, il faut le voir dans une bonne copie, c'est sûr. Moi, je l'avais vu en DVD, mais dans les premiers DVD, c'était un peu pourri. Ouais. Et quand tu le vois dans une bonne copie, et puis aussi avec un bon son, parce que t'as une ritournelle à la giallo, comme ça, un petit peu Goblin, qui revient assez souvent dans le film, le film est vraiment une expérience très étonnante, et puis, on va dire un peu exotique. Ouais, c'est une manière de voir un peu les codes du slasher avec une autre culture, une culture qui fait pas dans la dentelle, donc ça fait du bien aussi de voir qu'on peut pousser le bouchon encore plus loin. Et personnellement, attention, c'est pour un public averti, mais je conseille cette expérience parce que c'est vraiment une expérience. Oui, parce qu'il y a aussi, on a parlé des grands, donc Halloween, Freddy, etc. Mais il y a quand même une autre star du slasher dont on n'a pas parlé, c'est Chucky. Tenez-vous bien, Chucky revient. Même si le
la saga prend pas tous les codes du slasher. Il est quand même considéré comme un slasher et comme un des plus cultes en plus, et que moi j'adore évidemment pour l'épisode 2 et même 3 dont je parlerai dans un prochain épisode. Mais ouais, on n'a pas parlé de Chucky. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un truc qui est culte pour vous, ou est-ce que c'est arrivé un peu trop tard? Parce que moi j'ai toujours eu l'impression que c'était un truc vraiment ancré dans la culture du slasher, mais je suis pas sûr que pour vous ce soit un coup de cœur au même stade que des Freddy ou Halloween. Moi perso, j'ai jamais été trop fan des Chucky. J'ai vu le premier, plutôt hypé parce que ça fait partie de ma culture et de mon actu. Donc c'était là où j'allais voir des films et tout. Je l'avais pas vu en salle et je l'avais vu sur Canal+ dans sa diffusion. Il y a Brad Dourif que j'adore, mais je dois avouer que j'ai jamais été très très fan. J'ai trouvé ça un petit peu je sais pas si c'est mollasson, il faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que j'ai pas revu, mais moi je sais que c'est pas une franchise de film qui me fait trop kiffer, et pour moi j'ai pas l'image du slasher, moi j'ai plutôt l'image du film de monstre sous forme de jouet. Enfin pour moi c'est un petit, l'intérêt est pas dans les meurtres, l'intérêt est vraiment dans la manifestation de la marionnette, quoi. Moi c'est plutôt comme ça que je le vois, mais moi personnellement je suis pas un grand fan de Chucky, quoi, perso. On aurait pu croire qu'on avait atteint les limites humaines. C'est là que tu cours, mon pote. Moi, quand je découvre le premier, je le découvre pareil en sortie VHS, en petite collection Warner là, avec des tout petits boîtiers. Et je suis hypé parce que c'est le réalisateur de Vampire, vous avez dit Vampire, et donc moi je suis absolument fan de ce film. Et je découvre le film que je trouve pas mal. Il y a une bonne idée, plutôt bien menée, c'est assez bien rythmé, il est assez court, il doit faire 1h25 ou un truc comme ça. Il est assez bien rythmé, mais j'ai quand même du mal à l'apparenter au slasher, moi. Je vois pourquoi tu en parles, hein, et pourquoi tu le mets dans cette liste, mais j'ai du mal à le mettre dans ce truc-là parce que moi je suis plus du côté Annabelle, ou voilà, c'est un peu dans ce. J'aime pas du tout Annabelle, mais le truc c'est que je préfère largement Child Play, mais je trouve que c'est un peu ce type de film-là, ou Puppet Master à la rigueur quelque part. Oh, c'est pas bon. Mais ouais, mais c'est oui, la mouvance, tu vois, c'est ce truc-là. Il y a une histoire de vaudou à l'intérieur, tout ça. Après, je vois le 2 moi au cinéma, dans une petite salle au Rex à Grenoble, où on doit être 2 dans la salle, ou 3, que je trouve vraiment pas mal. Voilà, ça fait partie des petits trucs, moi, que je trouve, pardon Adrien, mais je le trouve un peu oubliable. Mais c'est vrai que là, il est plus dans la formule un peu plus slasher malgré tout. Et le 3, je trouve ça insupportable, moi, vraiment. J'ai hâte d'entendre ce que tu en diras dans tes express pour le redécouvrir. Et je trouve ça un peu naze. Et du coup, j'ai même pas regardé tout le reste. La fiancée de Chucky, tout ça, ça m'intéresse. Après, pas. Ça vaut pas le coup. Pour moi, ça s'arrête au 3. En fait, à partir du 3, il y a une. Enfin, même à partir du 2 en vrai, mais à partir du 3, il y a vraiment un switch dans le ton où là, on part vraiment dans le truc méta, parodie, etc. Et du coup, moi, ça n'a plus d'intérêt. Moi, j'aimais vraiment quand c'était sérieux. Tu sais ce que j'en fais du règlement? J'y pensais pas à Chucky parce que je le vois pas dans la catégorie des slashers. Je le vois plus comme tu le disais, dans la catégorie des poupées maléfiques. Moi, j'aime beaucoup le premier. J'aime bien le 2. J'aime beaucoup le premier. Voilà. C'est bien réalisé, c'est plutôt fun, ça va vite, c'est bien rythmé. Le 2, pareil, moi j'aime bien, c'est assez oubliable en effet, c'est pas à la hauteur du premier. Le 3, c'est un ton en dessous, mais je le dénigre pas, le 3. J'aime bien La fiancée de Chucky, je suis allé le voir en salle et j'ai été agréablement surpris. Alors bien sûr, c'est un virage total, mais le personnage de Jennifer Tilly dans La fiancée de Chucky, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis après, beaucoup moins bien. Hein, pourquoi pas? J'ai besoin d'un peu d'exercice. Non, mais t'es né avec ce couteau collé à la main ou quoi? De quoi est-ce que tu parles? Bon sang, Chucky, mets-toi à l'heure des années 90. Les poignards sont passés de mode avec Bundy et Dahmer. Tu ressembles à Martha Stewart avec cette chose. C'est la fin de la première partie de notre théma sur le slasher. Pour comprendre comment le sous-genre va rester populaire malgré le gros crash test que lui réservent les années 90, on se donne rendez-vous pour la partie 2. Moi c'est Eric et je vous fais plein de bisous. Salut Max. Salut. Salut Mick. Salut.
Ok, on a perdu Mick. Bon, l'épisode 2 sera juste à 3. Hein. Adrien, tu restes en vie? Quel boomer ce Mick. Oui, ça va très bien se passer. Salut, à la prochaine. Bon, restez en vie jusqu'à l'épisode numéro 2 et à bientôt. Excellent. J'adore pourchasser les gens. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.